Aussi longue était importante, était nécessaire, et devait être beaucoup plus courte. Le vaccin fait partie intégrante des outils de santé. C'est un bien commun universel et comme tous les outils de santé, ça demande rigueur, attention, transparence pour permettre la confiance. Dans les vaccins, comme les médicaments, sont sous la production d'entreprises, de multinationales privées du médicament qui n'ont un objectif, le fric, que le fric. Leur axe est celui-ci. Pour presque tout, mais en même temps, c'est pour ça qu'on doit être très exigeant. Les recherches, les formulations, les productions doivent être exemplaires. Les décisions doivent être rigoureuses et pas entre les mains de quelques-uns animés, comme je l'ai dit, par le fric. Les salariés, parce que je suis de Sanofi, qui mettent leurs compétences dans cette activité utile socialement, sont fiers et attentifs et soucieux de la qualité de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils recherchent et produisent. Donc il n'est pas question pour moi de s'opposer aux vaccins qui ont fait preuve de leur utilité, de leur efficacité, mais pas question de céder sur leur sûreté, leur efficacité, sur l'exigence de qualité, sur le refus d'effets induits sur l'état des patients vaccinés, même quand c'est qu'un petit moment parfois est avancé. Des formulations, des modifications d'excipients simplement pour le fric, donc nous, pour notre part, c'est inacceptable. Les sels d'aluminium doivent être complètement refusés, arrêtés. Les recherches, des études, les moyens nécessaires doivent être donnés pour des excipients, pour des vaccins sécurisés. Les nouveaux vaccins actuellement sont pratiquement tous avec des excipients d'alu. On doit pouvoir, les patients, les citoyens, les parents doivent avoir l'information, la possibilité d'en débattre largement pour construire un lien de confiance avec des vaccins sécurisés, mais avec des médicaments de sécurité. Dans ce contexte, la décision d'élargir la vaccination obligatoire des enfants à 11 maladies a fait débat. La rapidité de cette annonce a posé problème. 3+8, la pertinence a besoin d'être débattue. Mono, penta, hexa, la pertinence de la composition de ces vaccins a besoin d'être examinée largement. Il y a une exigence de transparence et de maîtrise publique qui est incontournable. Il est question de la vie, de nos vies, de celle de nos enfants, de la santé, et ce n'est pas une marchandise intégrée dans le marché. Nous ne pouvons laisser les vaccins et les médicaments entre les mains et le pouvoir de ces multinationales de l'industrie pharma axée sur la financiarisation. Je donne quelques exemples concernant Sanofi. Les dividendes ont augmenté de 230% en une douzaine d'années. Les emplois ont été diminués, et les emplois de chercheurs notamment, et de producteurs, ont été diminués de 4700. Les crédits impôts recherche, pendant ce temps-là, les crédits impôts recherche financés par nos impôts
ont été de 70 millions en 2007, 155 millions en 2015. Les résultats, les résultats pour les actionnaires, 7,5 milliards l'année dernière. En 2014, Sanofi n'a payé aucun impôt en France. Voilà. Pour donner une photo. Donc nous ne pouvons laisser entre les mains des multinationales sans limite, une financiarisation sans limite sur la santé et sur l'humain, l'imposition de domination et de construction d'injustice. Ils n'assument pas la réponse aux besoins de plus en plus, il y a de plus en plus de ruptures de stock qu'ils utilisent pour revoir les formulations et augmenter les prix des médicaments. Ils imposent des prix exorbitants pour les nouveaux médicaments et vaccins, sélectionnant ainsi les populations du monde qui peuvent payer et siphonnant la sécurité sociale. Ils accaparent les technologies par les brevets qui leur garantissent une propriété industrielle, ce qui n'a pas toujours existé pour ces biens communs. Il n'y avait pas de brevet il y a quelques années. Des décisions sont à prendre dans l'immédiateté et dans la visée d'un système de santé, avec la visée d'un système de santé performant qui s'inscrit dans une société humaine de bien-être, de justice et d'égalité, comme la prévoient les différents textes. Nous ne devons, alors dans l'immédiateté, nous ne devons pas permettre que, nous devons permettre que tous aient accès à ce qui existe dans le domaine de la santé. Nous devons avoir une exigence qu'il y ait un droit garanti à la qualité des médicaments et des vaccins. Nous devons agir pour l'interdiction actuelle des adjuvants à la Lune. Nous devons utiliser et chercher des alternatives à ces adjuvants et donner des moyens à la recherche. Nous devons mettre en place un contrôle populaire de ces problèmes de santé. Imposer la production de vaccins essentiels, mono, bi et trivalents. Permettre aux populations d'avoir accès aux vaccins indispensables avec la mise en place de réseaux sanitaires, particulièrement dans les pays comme l'Afrique. Chercher de manière plus importante sur les vaccins de maladies du Sud, parasitaires, malaria, et aussi contre les virus comme les HIV-Sida. Exiger une transparence rigoureuse de tous ces problèmes de santé. Sortir la santé du marché, agir dans le sens d'une réelle appropriation par la société, les salariés, les usagers, les citoyens, les professionnels de santé, pour qu'ils puissent décider des choix. Le pouvoir doit être ôté à ceux qui détiennent la propriété privée actuelle des médicaments et des vaccins. Une réelle appropriation par la société de la chaîne de santé, une prise de pouvoir partagée sur des questions décisives pour le devenir de la santé, pour notre devenir. Merci, Daniel. Oui, bonjour. Moi, je ne suis pas un spécialiste des vaccins, mais j'ai travaillé plusieurs années sur l'industrie pharmaceutique en rentrant dans une multinationale de tout premier plan, Sanofi Aventis, à la fois dans une usine pendant quelques mois et au siège social commercial pour y faire un travail de sociologie. Donc, je suis chercheur au CNRS en sociologie je suis pas un fin connaisseur de la question de l'aluminium dans les vaccins, mais je vois que ce débat qui s'est ouvert il y a quelques mois réouvre de vieilles blessures qui s'ouvrent en fait toutes les quelques années et pose un certain nombre de problèmes qui font réfléchir à la place de l'industrie pharmaceutique en général dans la société française.
Et aujourd'hui, un des arguments, c'était effectivement la dangerosité de la présence d'aluminium dans les vaccins. C'était aussi la nécessité ou non médicalement justifiée d'avoir 11 vaccins, même s'ils sont regroupés, ça fait peut-être beaucoup. Mais c'est plus fondamentalement, je pense, l'absence presque complète d'informations précises sur la question et de démocratisation de cette information, dans le sens où même si on nous donne les résultats des essais cliniques un peu sous une forme vulgarisée, on n'a pas de contrôle sur la façon dont ils ont été faits. On ne connaît pas les protocoles mis en place au cours des essais cliniques. Donc il y a transparence et transparence. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique dit effectivement on vous donne accès aux informations, mais si on sait simplement quelques années plus tard, sous une forme extrêmement synthétique, les quelques résultats importants qu'on veut bien nous laisser approcher, est-ce que c'est vraiment une transparence? Donc la question de la transparence, c'est à partir d'où elle commence, et il faudrait qu'elle commence bien en amont, avant même qu'on commence la recherche. Donc c'est la transparence de l'idée même qu'on va essayer de démontrer au cours des essais cliniques. Ensuite, il y a la question, je pense, de la pharmacovigilance, c'est-à-dire, là encore, on apprend souvent beaucoup trop tard, ce qui pose problème. Il faut attendre 10, 20, voire 30 ans, comme dans le cas du Mediator, pour savoir quels problèmes ont été posés. Donc il y a un décalage entre, d'une part, une quantité d'argent extrêmement importante investie dans la recherche en fonction des marchés qui sont jugés solvables, et d'autre part, une absence de contrôle une fois que les médicaments sont mis sur le marché et donc du coup sont consommés par des millions de personnes, ce qui change fondamentalement les choses. On n'est plus face à quelques centaines de gens sur lesquels on teste les médicaments, mais ce sont des milliers, puis des dizaines de milliers et des millions de personnes. Ça marche? Voilà. Et je disais qu'au moment où le micro s'est arrêté, je disais que la recherche s'arrêtait. Je ne sais pas si c'est lié à quelque chose. Mais voilà, le deuxième point qui me semble important après l'information, c'est la pharmacovigilance. Et ensuite, qui est du coup un contrôle de la recherche dans ce domaine-là également. Ensuite, le point qui a été soulevé plusieurs fois dans les journaux, c'est de dire est-ce que les laboratoires vont bénéficier ou non de cette extension du marché des vaccins? Parce qu'à partir du moment où on rend obligatoire un certain nombre de vaccins, évidemment, il y a plus de marchandises qui sont écoulées de la part de l'industrie pharmaceutique. Bon. La réponse de l'industrie pharmaceutique et de certains experts, c'est de dire non. L'intérêt financier est très petit. Hein. On trouve le chiffre de 1% du chiffre d'affaires. Je rappelle pour information que le chiffre d'affaires mondial de l'industrie pharmaceutique tourne autour de 1000 milliards de dollars. Hein. Et donc évidemment, si on a 1% de 1000 milliards de dollars, ça fait quand même 10 milliards de dollars. Donc c'est conséquent. Mais par ailleurs, la question est très mal posée. La question, c'est de savoir si pour les laboratoires qui vont bénéficier de la mise sur le marché de ces vaccins-là, y aura-t-il ou non un bénéfice? Et là, il faut rentrer dans un niveau de précision qui est souvent oublié dans les débats publics, c'est qu'on a 3 laboratoires, GlaxoSmithKline, Pfizer et Sanofi-Aventis, qui, il suffit de regarder leur propre déclaration sur Internet, je vous engage à le faire, parce que c'est intéressant, c'est pas contestable, du coup, de leur point de vue en tout cas, parce que c'est eux qui les établissent. On voit très bien qu'en fait, ça représente entre 11 et 18% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est très important. Hein. C'est-à-dire que pour un chiffre d'affaires de 33 milliards, par exemple, on va voir que c'est 4,5 milliards pour les vaccins. Donc c'est important et en croissance. Donc il y a évidemment un intérêt économique important dans le fait de mettre sur le marché ces vaccins-là. Donc le conflit d'intérêts, c'est pas quelque chose qui se poserait d'un point de vue moral, c'est quelque chose c'est un problème de corruption de tel ou tel expert ou médecin qui aurait failli à l'éthique exigée de sa profession, mais c'est un problème structurel dans lequel évidemment quand un laboratoire est juge et partie, hein, donc va bénéficier des retombées financières de la commercialisation et va en même temps être la personne sur qui va reposer la charge de la preuve, va devoir faire les essais cliniques, on a un problème. Donc le conflit d'intérêts, en fait, il se passe bien en amont de l'expertise dans les pouvoirs publics, il se passe dès les essais cliniques.
si c'est la même entreprise qui fait les essais cliniques et qui va en plus bénéficier de la commercialisation, il y a un conflit d'intérêts qui est structurel, quoi. Le deuxième point qui me semble important avant de conclure pour pas être trop long, c'est le fait que le problème d'accès à l'information que soulève le problème des brevets, que soulève le problème des vaccins, c'est le problème aussi des brevets. C'est-à-dire on n'a pas accès à cette information-là parce qu'elle est sous protection des brevets. Alors, tout à l'heure, il a été rappelé qu'effectivement, les brevets n'ont pas toujours été là, mais déjà, quels sont les arguments en faveur des brevets? On entend d'une manière très répandue que s'il y a des brevets, c'est pour protéger la recherche. C'est-à-dire, les coûts de recherche seraient amortis par les positions de monopole garanties par les brevets. Donc, en France, ça dure 20 ans, le brevet sur un médicament. L'argument des laboratoires pharmaceutiques, c'est de dire qu'en moyenne, ça coûterait 800 millions d'euros pour trouver un médicament. Et donc du coup, pour rentrer dans leur financement, il faudrait avoir des brevets qui empêchent la concurrence et qui fassent que les prix soient extrêmement élevés. Le problème que ça pose, c'est que historiquement, cet argument est douteux. Pourquoi est-ce qu'il est douteux? Parce que de 1844 à 1959, il n'y avait pas de brevet sur les médicaments. Il y a eu, en plus de 1959 à 1968, des brevets particuliers sur les médicaments qui ne les faisaient pas rentrer dans le reste du système des brevets. Donc pendant plus d'un siècle, en réalité, les médicaments ont été exclus du droit des brevets, et c'est précisément pendant ces années-là où le niveau de recherche, le niveau de découverte des médicaments était particulièrement important, notamment pour les antibiotiques. Donc voilà, l'autre dogme, si vous voulez, qu'il faut à mon avis remettre en question et dans lequel rentre la question de l'information et de l'accès à l'information du médicament et de la recherche, c'est la question du brevet qui est le verrou qui permet de garder sous l'emprise du privé, des multinationales du privé, ce qui pourrait être du domaine de la recherche publique. Troisième et avant-dernier point, c'est la question de la transparence des coûts, parce que on se pose la question finalement, et c'est une limite aussi à la recherche, je veux dire, moi en tant que sociologue ou tous les chercheurs en sciences humaines se heurtent à l'accès aux coûts. On pourrait se demander si dans la transparence ne devrait pas être intégré, c'est une question en tout cas qui est soulevée de plus en plus par des chercheurs qui travaillent sur les médicaments contre le VIH au Brésil, s'il ne faudrait pas intégrer dans la transparence la composition des coûts. Combien ça coûte de produire ces vaccins-là? Et combien, du coup, va être alloué aux dividendes, aux bénéfices, etc. Donc, il n'y a pas d'un côté l'économie de la médecine et de la santé, et de l'autre, la médecine et la santé, mais il faudrait intégrer l'économie dans la pratique médicale, et je pense que ça, c'est un point très important. Et le dernier point, c'est effectivement d'avoir une formation indépendante. Je veux dire, c'est très difficile d'avoir accès au protocole des essais cliniques, mais exiger qu'effectivement toutes les informations disponibles soient accessibles au grand public, ça permettrait de faire avancer la recherche et d'avoir un bond en avant. Voilà. Après, la question qui peut se poser dans le débat, c'est comment est-ce qu'on met en place toutes ces choses-là, et je pense que les liens entre des salariés, des médecins et des associations de patients, des philosophes, des gens des sciences humaines, c'est quelque chose effectivement de tout à fait souhaitable, même si l'industrie pharmaceutique, un peu comme les bactéries, a développé une forme de résistance à la critique, qui fait qu'on a beau les remettre en question systématiquement, il y a beau avoir une série de scandales, voilà le cœur du problème, l'accès à l'information, ce pouvoir économique et social qui repose beaucoup sur le savoir des molécules, reste pour le moment un bastion difficilement accessible. Voilà, merci.